Le plateau Equinox, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Stéphane Niassé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Alain Djipo, journaliste, au quotidien Le Messager, à côté de lui, Maître Roland Djiou du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et en face de Maître Roland Djiou, Maître Augustin Gueffak. Maître Augustin Gueffak, il y a des sanctions qui sont prévues, mais en première partie, on ne vous a pas trop entendu sur l'utilisation, la présence même des machettes dans les unités de police. Oui. J'avais commencé mon développement, Serge Alain, et j'étais en train de vous montrer que c'est une méthode, c'est un système qui est entretenu par le gouvernement de la République. Je vous disais déjà que, voyez-vous, ces clics, ces castes d'individus ont été progressivement humiliés. Le gouvernement de la République n'a pas réagi. Voilà comment le gouvernement de la République continue à entretenir cette violence. Voyez-vous, le ministre de l'administration territoriale, il ne croit pas à la loi, il ne croit pas à la justice. Quand vous lisez ses communiqués, il vous dit toujours, si vous faites quelque chose, c'est le cobra le plus dangereux qui viendra vous sortir du trou. Les abeilles, maintenant, c'est le serpent. Après les abeilles, bon, vous voyez, moi, je ne parviens pas à retenir ces expressions parce que j'ai peur. Deuxième chose, alors, le Rubicon a été franchi par le colonel Mbamkui. Quand vous écoutez sa vidéo, il dit qu'il a pris l'autorisation du président de la République pour convoquer l'enseignant d'université et l'humilier. Alors, quand je vois cela, je comprends pourquoi, lorsque quelqu'un est convoqué, soit à la gendarmerie ou à la police, nous, avocats, pour nous rendre là-bas, nous cherchons à savoir si, dans cette maison-là, nous avons un ami. C'est-à-dire, parfois, nous nous présentons plus à lui comme avocat. Nous venons en termes de... C'est un de nos proches qui est en situation, accompagne-nous voir. Parce que vous voyez, c'est des maisons de terreur. Celui-là qui doit entrer ne peut plus. Alors, quel est le justificatif? Le justificatif premier, c'est que, depuis au moins 10 ans, l'État ne croit plus à la force de la loi. Et si l'État croit à la force de la loi, c'est la loi qui va dans le sens de la violence, qui instaure la torture. Et je vous donne pour exemple, vous savez, pour contrer le grand banditisme ici dans ce pays, on avait pris certaines lois qu'après, lorsqu'on a démontré que c'était des lois qui envenimaient ce genre de comportement, on les a supprimées. Mais subrepticement, l'État a fait revenir une série de lois qui réinstaurent cette terreur. La dernière en date, c'est celle qui réprime le terrorisme. 2014. Alors, depuis 2014, vous qui êtes un journaliste spécialisé, est-ce que vous pouvez nous donner le nombre de terroristes qui ont été embastillés du fait de cette loi? Au contraire, c'est ceux à main nue qu'on voit à l'écran qui sont les victimes de cette loi. C'est-à-dire les militants des partis politiques? Non, j'ai dit à main nue. Alors que si vous suivez bien le discours du chargé de la communication des forces armées, il va vous dire le droit pénal international humanitaire interdit de brutaliser quelqu'un qui vient avec les mains nues, alors que vous l'avez l'arme. Un belligérant qui se rend n'a même pas, on n'a pas le droit de violenter un belligérant armé qui se rend. Expliquons cela pour le commun des mortels. Dès qu'il est prisonnier de guerre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous prenons en tant qu'avocats, nous qui ne pouvons arrêter personne, nous qui ne pouvons condamner personne, nous qui ne pouvons mettre personne en prison, nous prenons la peine d'interroger ceux qui sont à l'origine de cette bastonnade. Si vous interrogez le policier qui bastonne ce monsieur qui force l'aveu, il va vous dire, si je le laisse avancer, le lendemain il va venir se moquer de moi parce que le magistrat n'a pas fait son travail. Voilà une justification qui ne tient pas. Je vais faire court pour vous dire que la réalité c'est que au Cameroun, le gouvernement de la République ne supporte pas la loi qui rend l'homme digne d'être respecté,
le gouvernement de la République prône la violence. Sinon, expliquez-moi pourquoi le code de procédure pénale est violé sur toute sa ligne au Cameroun, au nez et à la barbe de ceux qui sont supposés contrôler. Expliquez-moi pourquoi. Deuxième chose, il faut vous dire, Serge Alain, le communiqué du DGSN, il sort, pour moi, la motivation, c'est parce que la vidéo s'est baladée. C'est parce que la vidéo, ils ne sont pas ignorants. Ils savent ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe. Ce sont des méthodes. La vidéo sort parce que ces pauvres messieurs ont été inaptes. Ils ont baladé ça, ils ont publié la vidéo. Si elle sortait un an après, on aurait classé ça au rang des faits divers. C'est parce que c'est encore, comme on dit au quartier, c'est chaud. Chaud. La nuit du 15 au 16. Effectivement, c'est cela. Et puis, il faut banaliser. Il faut que le gouvernement de la République, constate que ce qui va nous sauver dans cette République, j'insiste, c'est la loi. Si chacun respecte la loi, je crois que pour ceux qui ont lu Carbonnier, on sait que punir en démocratie, ce sera justice. Si on punit en justice, en démocratie, c'est de la justice. Mais quelle est cette punition qui donne la justice en démocratie? C'est la punition judiciaire. Juste. C'est la punition judiciaire. C'est-à-dire, on doit respecter les qualifications. Or, au Cameroun, chacun est maître de ses qualifications. Quand un colonel devient la justice, quand un colonel devient maître de ses qualifications, c'est comme si ce colonel placé à la place du président de la République gifle un ministre. Il n'y a pas de différence. Je crois que le colonel, c'est quand même le grade le plus élevé. Général, ce n'est qu'une nomination. Alors, s'il se permet de descendre aussi bas, je ne sais pas quelle est l'image qu'il véhicule d'abord pour ce corps, quelle est cette colère qui peut aussi banaliser son grade. Donc, à dire qu'on violente les policiers, on violente les gendarmes, non. Ils sont quelques-uns qui ne savent pas se comporter en route, mais qui extériorisent et ils se font bousculer. Mais la réalité, c'est qu'ils sont victimes d'un système qui est intelligemment construit par le gouvernement de la République. C'est ce que je peux dire. Maître Roland Djiou, à un moment, on suit dans la vidéo, un policier politique lui demande « Est-ce que tu vas encore voler ?» Donc là, le policier devient carrément le juge. Il ne devient pas le juge, il devient la Cour suprême. Parce qu'il est le juge d'instance qui a condamné, il est le juge d'appel qui a examiné le jugement en instance, et il est la juridiction suprême qui n'est plus susceptible de recours, parce que selon lui, celui qu'il torture est déjà voleur. Mais quand bien même il serait... Le délégué dit, dans le cadre d'une enquête, on est encore au niveau de l'enquête. Je fais une ironie, je plante une image suffisamment grave pour que nous voyons à quel point l'acte qui est posé est totalement injustifiable. Parce que je disais, quand bien même ce policier serait tous ces ordres de juridiction réunis, il n'y a aucune peine au Cameroun. Il n'y a aucune peine au Cameroun qui consiste à frapper la plante des pieds de quelqu'un avec une machette. Aucune. Même lorsque vous êtes reconnu coupable d'assassinat, la peine n'est pas de vous frapper la plante du pied avec une machette. Il y a certes la peine de mort ou l'emprisonnement à perpétuité, mais il n'y a pas traitement cruel, inhumain et dégradant, sous réserve de ce qu'on peut dire de l'application de la peine de mort elle-même. Mais en règle générale, c'est une attitude purement inqualifiable. D'ailleurs, quand la torture vous interroge, c'est la douleur qui répond. Vous ne pouvez pas considérer ce qui est dit sous le coup de la torture comme un aveu. Voilà, justement. Mais si vous n'en pouvez plus, c'est humain. Si vous n'en pouvez plus à un moment donné de subir le traitement qui vous est infligé, vous pouvez vous dire que peut-être qu'il vaut mieux que je lui dise ce qu'il veut entendre. Peut-être qu'il va me laisser respirer. Mais cela va remettre en cause la sincérité, précisément, de l'enquête. Et quand on recourt à ces méthodes-là, cela remet en cause le déroulement même
de l'enquête. L'enquête est censée réunir les preuves de la commission ou non d'une infraction. Mais les enquêteurs se comportent comme s'ils sont obligés de trouver les preuves qu'ils attendent. Ils oublient qu'ils peuvent aussi réunir les preuves de l'innocence. Ils peuvent aussi réunir les preuves permettant à celui qu'on accuse... Il y a une obligation de résultat à ce niveau? Ils se comportent effectivement comme s'ils avaient une obligation de résultat. De sorte qu'il faut absolument user. Parce que quand on parle de torture, peut-être qu'on fait allusion seulement aux violences physiques. Mais il y a la violence morale. Quand vous convoquez quelqu'un dans ce pays le vendredi, sachez que vous venez de lui infliger une violence inqualifiable. Parce que la pratique nous enseigne que si vous arrivez vendredi dans une unité de police ou de gendarmerie, vous risquez de passer la nuit en garde à vue. Et c'est fait de sorte que vous ne passerez pas seulement la nuit, vous passerez aussi le week-end. D'ailleurs, pour revenir à ce qu'a relevé Maître Nguefak, ne serait-ce que pour la forme, on se serait attendu à ce que le patron du colonel précédemment cité fasse comme son alter ego de la délégation générale à la sûreté nationale, qu'au moins qu'il prenne un communiqué pour qu'on sache qu'au moins il n'est pas comptable de cette pratique généralisée de violence privée. Parce que si un colonel prend sur lui d'humilier un enseignant d'université, je me demande bien dans quel cadre est-ce qu'il le fait. Est-ce qu'il le fait dans le cadre d'une enquête? Si oui, qu'on m'explique, parce que peut-être que j'ai loupé le cours de procédure pénale qui nous enseignait cette enquête particulière qui permet de gifler des gens au cours d'une enquête à 3 reprises, d'ailleurs en se faisant aider. C'est-à-dire qu'il gifle lui-même et il demande de gifler. C'est-à-dire que finalement, je crois que je n'ai pas bien fait mon droit quand je regarde ce qui se passe. Il y a cette violence physique, il y a la violence morale, il y a les paroles. Vous imputez des faits. Quand vous arrivez souvent au cours des enquêtes, un enquêteur lit une plainte. Il demande, reconnaissez-vous les faits? Pour peu que vous lui dites, non, je ne reconnais pas les faits, il vous dit, donc il ment. Mais oui, il peut mentir, le plaignant peut mentir, c'est possible. Rien ne dit que parce qu'on est plaignant, on a forcément la vérité. Et il y a une notion qui est galvaudée, la notion de indices graves et concordants. Moi, je me suis toujours intrigué de savoir qu'on peut arriver, on peut déférer à une convocation et finir en garde à vue. Alors qu'on a déféré à une convocation. Ça suppose que l'enquête est finie, puisque vous avez déjà les indices graves et concordants susceptibles de déférer la personne devant le parquet compétent. Donc, il y a tellement d'irrégularités. Malheureusement, dans ce pays, notre capacité d'indignation sélective fait que quand nos camarades en sont les victimes, il est communément admis qu'il ne faille pas en parler. La preuve, c'est que nous parlons de cette vidéo devenue virale qui vraisemblablement, je peux me tromper, je m'avance peut-être, mais vraisemblablement montée par les forces de police elles-mêmes. Nous parlons de cette vidéo parce qu'elle est sortie. Mais nos camarades qui ont vécu des tortures et dont on n'a pas de vidéo, ça passe par perte et profit. La République n'a pas cru devoir en faire des communiqués. La République n'a pas cru devoir mener une enquête interne. On a simplement indiqué que nous étions des anarchistes, nous étions des insurrectionnels, nous étions des rebelles, nous étions des personnes hostiles à la patrie, nous étions, tenez, des terroristes. Et je reprends pour mon compte l'image qu'a prise Maître Nguefak. Au Cameroun, depuis 2014, les terroristes, ceux que la loi de 2014 réprime comme terroristes, à la réalité des faits, sont les acteurs politiques généralement opposés au système. Sauf que ceux-ci sont à main nue. Les militants du MRC manifestent à main nue avec l'arbre de la paix quand ils sont armés de quelque chose. Sauf si, là aussi, on considère que l'arbre de la paix est devenu une arme. Peut-être qu'il va falloir qu'on me donne la classification de cela dans la nomenclature des armes. C'est une arme blanche. Peut-être verte ou je ne sais pas trop. Donc, vous voyez, il y a un problème systémique. Et c'est ce que j'ai dit à mon premier propos. Il y a un problème systémique.
les actes de torture ne peuvent pas se généraliser pour rien. Ça ne se généralise pas pour rien, ça se généralise précisément parce que, cela est dans l'ordre normal des choses pour certaines d'entre nos forces de défense. C'est dans l'ordre normal des choses de torturer. En fait, j'ai même envie de dire que la chose qu'il faut surveiller, c'est de ne pas être vu ou pris, comme c'est le cas pour ceux qui aujourd'hui sont à l'index. Mais dans la plupart des cas, ça se passe et vous ne pouvez même pas établir. C'est pour ça que des pays un peu plus sereins que nous ont décidé de, par exemple, filmer les auditions. C'est-à-dire qu'une audition n'est recevable que lorsqu'elle est accompagnée de la vidéo, pour qu'on s'assure que pendant qu'on vous a auditionné, on vous a auditionné de manière à ce que vos droits soient respectés. Sachez que même pendant l'audition, il y a des questions qu'on ne doit pas poser à la partie entendue, notamment ce qu'on appelle, nous autres avocats, les questions insidieuses. Les questions insidieuses ne doivent pas être posées. Vous ne pouvez pas poser une réponse en suggérant la question. Vous ne pouvez pas poser une question à quelqu'un en indiquant comment est-ce qu'il doit répondre, de sorte qu'il est obligé de vous dire oui ou de vous dire non. Et c'est pour ça qu'ailleurs, on est plus inventif, plus ingénieux, on cherche plus de moyens d'enquête, justement. Au Cameroun, non. C'est la violence et la violence. On pense que la mère des preuves, c'est l'aveu, et donc il faut obtenir l'aveu par tous les moyens. Okay. C'est donc ça qu'il faut absolument, et de manière, on va dire, sans fioriture, condamner avec la dernière énergie. Voilà, Stéphane Niasse, ce qui intrigue quand même dans tout ça, c'est que c'est des actions qui ont été filmées, et pas n'importe qui. On ne sort pas de n'importe où, on ne part pas de la rue pour venir filmer une scène comme celle-là. Qui a filmé? J'ai regardé une vidéo. Et pourquoi? J'ai regardé une vidéo et j'ai aperçu la tête d'un civil. Bon, j'ai envie de penser peut-être que c'est un civil qui était dans le commissariat qui a filmé, ou bien on peut spéculer. Et les policiers le laissent filmer? On n'a pas la preuve, je ne sais pas. Il était peut-être assis en visite au commissariat, je ne sais pas. Quand je regarde cette vidéo, je ne peux pas dire que c'est un policier qui a filmé ou bien c'est un civil. Non, on est un index personne. Oui, maintenant, on peut comprendre ce débat ça a été filmé sur les brutalités policières, c'est un débat intemporel. Vous vous souvenez l'année dernière au Nigeria, il y a eu une grosse manifestation au sujet d'une force de police spéciale au Nigeria qui était réputée pour torturer. Cette manifestation a fait un grand rendement dans le pays, jusqu'à il y a eu même des morts. Vous avez des artistes qui se sont joints dans la manifestation. On a même dissous l'unité de police, mais ça n'a pas satisfait le peuple. Je peux prendre des chiffres. Parce oui, que mais au Cameroun, si vous manifestez pour ça, vous allez finir au tribunal militaire. Des pays qui sont les plus avancés, qui font des auditions avec les caméras. Mais ces pays-là, par exemple, aux États-Unis, l'année dernière, on vous dit que les policiers ont tué 1 millier de personnes dans des interrogatoires. Au Kenya, 122 personnes. On vous dit que la police brésilienne a tué 1810 personnes dans la simple ville de Rio de Janeiro. Je veux dire que... Quelles sont vos sources? Et quelle est votre conclusion? C'est davantage la conclusion qui m'intéresse. Et le Cameroun doit s'inscrire sur ce registre-là. C'est davantage la conclusion. Utiliser le mot de Maître Ndjerou, c'est un problème qui est systémique. Systémique, pas qu'au Cameroun, vraiment généralisable. Et lorsqu'on veut regarder, le Cameroun n'est pas champion dans ce domaine-là. Vous avez les statistiques du Cameroun. On est très loin. Parce que vous avez celle du Brésil. Hein? Monsieur, si vous aviez celle du Cameroun. Je sais que vous êtes un excellent auditeur. S'il vous plaît, faites-moi le respect de m'écouter. Je vous en prie. Et si on veut regarder, le Cameroun est très loin derrière en matière d'exaction ou de brutalité policière. Ça, ce sont des faits. Maintenant, tout à l'heure, quand on parlait de cette pratique de machette, je l'ai dit que c'était une pratique d'un autre genre, d'une autre époque. Et vous avez même eu une illustration de Guantanamo, par exemple. Avec Guantanamo, on a compris que les militaires américains avaient systématisé la torture pour obtenir des informations auprès des personnes, entre parenthèses, présumées terroristes. C'était la puissance internationale, le pays le plus puissant internationalement, mais qui avait systématisé la torture. Ça a fait tout ce que ça a fait, mais on n'est pas sûr que jusque-là, on a parlé de démanteler Guantanamo, mais cela ne s'est pas fait. J'insiste dessus pour montrer tout simplement que c'était des pratiques qui sont d'une époque précise. C'est-à-dire que à cette époque-là, c'était normal pour un policier de torturer quelqu'un qu'il présumait coupable. Et maintenant, ce qu'on dénonce ensemble sur ce plateau, c'est que cette pratique ces pratiques ont envie d'être transférées
à cette époque moderne. Maintenant, il est temps que les policiers sortent de cette façon de faire. Là, nous sommes d'accord. Comment sortir de cette façon de faire? Il faut que l'impunité ancrée qui était là, parce que c'était normal pour un policier, par exemple, de m'appeler et de me battre, et il n'y avait rien, parce qu'il était dans un devoir, j'insiste sur le mot pédagogique, parce que le policier dit, tu vas encore voler. Pourquoi? Peut-être qu'on va relâcher ce gars après, peut-être le plaignant va abandonner sa peine. C'est ce que les maîtres peuvent aussi nous dire. Parce que généralement, quand vous arrivez là-bas au commissariat, vous pouvez trouver un arrangement à la merde. Et c'est à ça que ces avocats servent même. C'est-à-dire, vous indemnisez la personne et puis on peut vous libérer. Et dans le policier, par devoir pédagogique, se dit, si je vous inflige cette bastonnade, ça va vous dissuader. Maintenant, aujourd'hui, avec l'émergence des droits de l'homme, la prépondérance des partis politiques qui font leur travail, qui dénoncent, qui veulent que les choses s'améliorent, les policiers commencent à comprendre. Et c'est en ça que le mot du DGSN est salvateur. Il dit, c'est un signal pour dire aux policiers, sortez de cette façon de faire parce que elle n'est plus acceptée en notre ère. Maintenant, on va passer à un autre niveau et il faut que vous quittiez ces pratiques moyenâgeuses. C'est à saluer. Maître Ndiaye l'a salué et c'est à son honneur. Je pense que c'est vers là où on va aller. Il ne faut pas forcément être excessif et banalisé. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est à banaliser, mais je dis qu'il faut bien comprendre que c'est un phénomène qui s'inscrit dans un système global. Et quand on va fouiller, on va voir que le Cameroun est parmi les derniers pays à le faire. Maintenant, on doit saluer les mesures que le DGSN est en train de mettre en avant pour dissuader. Il y a eu même le cas des gendarmes. On a vu, la sanction a suivi immédiatement. Ça montre que les débats politiques, les médias, ces dénonciations-là ont un poids et cela marche. Moi, je reste plutôt tourné vers l'avenir. C'est vrai que quand on est dans un débat comme ça, on a souvent tendance à se tourner vers le passé, ce qu'on faisait. Moi, je me tourne vers l'avenir pour dire qu'avec cette note du DGSN, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? Les policiers qui vont arrêter les suspects dès demain vont commencer à avoir peur. Se dire, mais si je frappe celui-là, on va me sanctionner comme on a sanctionné mes collègues. Peut-être vaut mieux les interroger, vaut mieux respecter les avocats qui vont venir. Pourquoi pas? Parce que il peut y avoir des vidéos, ou bien peut-être qu'on va aller plus loin. Il va plus suffire qu'il y ait la vidéo, peut-être des dénonciations. Parce que dans d'autres pays, il y a des systèmes de dénonciation. On encourage le gouvernement à mettre même sur pied des systèmes de dénonciation de ces pratiques de torture pour que les policiers aient de moins en moins... Ndiaye a dit, pour le cas de ses camarades, il n'y a pas de vidéo, mais il y a les dénonciations. On peut se baser sur les dénonciations. Je suis d'accord. On n'avait pas le droit, s'il a avéré qu'on a torturé les camarades de Maître Ndiaye, on n'avait pas le droit de le faire. Ce ne sont pas des pratiques qui sont à accepter. Je crois qu'ils vous regardent actuellement dans diverses prisons du Cameroun. Ils vous diront si c'est avéré ou pas. Ok, bon. Ils ont certainement les stigmates sur leur corps. On n'avait pas le droit de le faire. Une fois qu'on vous arrête parce que vous avez commis une infraction, on doit vous garder, on ne devait pas les torturer. Maintenant, le gouvernement devrait peut-être aussi mettre sur pied des moyens de dénonciation pour se rassurer, si on n'a pas la vidéo, que les policiers ne le fassent pas. Parce que je ne pense pas, d'après le DGSN, que c'est lui qui ordonne aux policiers de torturer ces personnes-là. Je voulais faire une petite précision. Je m'excuse déjà. Je voulais faire une précision parce que effectivement, nous ne devons pas banaliser cela. Quand on compare des statistiques, cela justement participe de la banalisation. Quand vous dites que oui, il y en a aussi, il y a des violences policières aux États-Unis, au Kenya. Oui, vous ne l'avez pas dit sur ce ton-là, je le dis avec mon ton, mais je retiens l'idée. L'idée, c'était de dire que sur le sujet violence policière, on est les derniers, ça je crois que je peux vous citer à peu près. On est les derniers. Alors que vous n'avez pas les statistiques camerounaises pour comparer aux milliers de morts dans les Vous avez les statistiques camerounaises, vous? Je n'ai pas dit que je les ai pas citées, ça veut pas dire que je ne peux pas m'avancer autant que vous sur une conclusion qui prétend que sur le sujet nous sommes les derniers. Précisément, nous n'avons pas de statistiques et ça devrait plutôt nous inquiéter. Parce que nous ne connaissons pas l'ampleur de ce fléau dans notre société. Il y aura probablement des sanctions pour ceux dont les vidéos sont sorties. Mais nos camarades ont été torturés il y a déjà bientôt 1 an. Maître Ndiaye, il y a combien de morts? J'ai arraché... Combien de morts pendant les tortures? S'il y avait des morts, vous ne nous... J'ai arraché un instant de parole à mon très cher Alain Djipo. Je vous prie de me laisser aller jusqu'au bout. Qui piève d'impatience, justement. Parce que je vous dis, ça veut dire que vous banalisez davantage. Pour vous, il faut qu'il y ait des morts suite à des tortures pour que cela soit un problème. Non. Vous savez combien de personnes sont traumatisées à vie? Vous faites une fausse conclusion. Je n'ai même pas encore conclu. Attendez que je conclue, vous verrez plus clair. Il faut que les gens meurent pour que vous constatiez qu'il s'agit là de torture. Le simple fait de séjourner dans des cellules infectes
Non, je donnais des chiffres. C'est déjà en soi des outils de torture morale. Donc, je suis d'accord avec vous. Ne banalisons pas le phénomène. Et tournons-nous vers l'avenir. L'avenir consiste à se dire comment on fait pour que plus jamais ça. Et en commençant par se dire qu'est-ce qu'on a fait de ces autres tortionnaires qui ont torturé nos camarades il y a déjà bientôt 1 an. On n'a pas vu un communiqué. On n'a pas vu des promesses de sanctions internes. Non, pour que ce soit avéré, il faut au moins enquêter. Si nous n'avons pas les vidéos, la DGSN, la police des polices existe. Elle peut enquêter pour savoir s'il y a parmi ses rangs des tortionnaires et s'il est avéré que nos camarades ont été torturés lorsqu'ils ont été incarcérés ou kidnappés, pris en otage dans les encablures du 22 septembre Alain 2020. Djipo, comment comprendre? Je veux que vous nous entreteniez sur le timing, si vous en avez une idée. Comment comprendre qu'en l'espace de 48 heures, au moins 3 vidéos, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure, il y a une qui met pratiquement 8 à 9 minutes, où une personne civile, ça donne à cette pratique. Comment comprendre que en 48 heures, 3 vidéos qui mettent en scène les éléments de la police face à des citoyens, soit comme ça mises sur les réseaux sociaux? Je crois qu'il faut remonter un peu le temps jusqu'au 10 septembre 2021. Oui. Quand le MINAT et le délégué général à la sécurité nationale ont donné une conférence de presse à Yaoundé pour dénoncer un peu les violences faites sur les hommes en fonctionnaires de la uniforme. police. Oui. Exact. Je crois que c'est à partir de ce moment, parce que dans la sortie du MINAT, on a cru comprendre pour bon nombre de citoyens, pour bon nombre de Camerounais, que le MINAT avait pris fait cause pour les hommes en tenue. Oui. Et qu'il avait juste ouvert une petite brèche pour demander aux usagers d'utiliser les voies de recours pour se plaindre à la hiérarchie Auprès de la lorsque les policiers commettaient des voies de fait ou bien commettaient des bavures. Et ce n'était pas suffisant au regard des menaces du coup de poing que le MINAT a frappé pour dire qu'il faut que ça s'arrête, ces violences à répétition sur les hommes en tenue dans la rue, dans leur lieu de service et à différents endroits où ils sont postés. Donc, pour ma part, je ne saurais ne pas faire un lien entre l'apparition de ces vidéos et cette sortie de ces 2 membres du gouvernement sur la question de la violence sur les forces de maintien de l'ordre. Donc les vidéos viennent aussi jeter un pavé dans la mare pour démontrer que, monsieur le ministre, vous avez fait une mauvaise analyse. Pendant que vous voulez protéger les hommes en tenue, voici ce que font ces hommes en tenue que vous protégez. Nous voulons vous montrer qu'à travers ces vidéos, que ces gens-là se foutent pas mal de la dignité humaine, ils ne respectent pas l'être humain. Voilà ce que nous ne disons pas de la bouche, nous ne dénonçons pas de manière discursive, mais nous avons des preuves matérielles. Les voici. Donc, j'interprète ainsi pour dire qu'en fait, ces vidéos qui se retrouvent sur la toile de manière virale viennent justement attester le fait que de plus en plus, ce pays va à volo. On n'est même pas encore entré dans l'état de droit. On est comme dans une jungle où tous les coups sont permis, où chacun fait comme il veut. C'est un pays bordélique, il faut le dire ainsi, pour dire tout simplement que en fait, chacun use et abuse de son pouvoir, de la parcelle de pouvoir qu'il détient, fût-il des hommes en tenue ou pas. Et quand l'impunité est poussée à l'extrême, c'est des comportements c'est des comportements violents qu'on observe. C'est-à-dire le citoyen prend celui de se rendre justice en abordant le policier de manière physique, en commettant des voies de fait pour se rendre justice, parce qu'il estime que chaque fois il y a des plaintes, on appelle la DGSN, on se plaint des bavures policières, mais on n'a pas le sentiment que ces gars-là sont sévèrement sanctionnés. On fait des annonces, des sanctions, des suspensions, mais dans l'effectivité, on ne s'aperçoit pas que ces mesures-là sont appliquées. Et
peut-être qu'il va falloir, comme le DGSN l'indique dans sa sortie, dans sa mise en garde de ce jour, il va falloir peut-être aller au niveau du pénal, sortir peut-être du cadre strictement disciplinaire pour aller au pénal, pour que peut-être les gens comprennent qu'effectivement des sanctions sont prises quand il y a des bavures policières comme celles qu'on a vues. Non, il le dit, des actes, ils doivent répondre de leurs actes devant les instances judiciaires. Justement. Peut-être qu'il faudrait qu'on en arrive là, qu'il y ait le tribunal militaire qui s'en saisisse et puis dise le droit pour que, en fait, ça serve de leçon, peut-être pour dissuader d'autres brebis galeuses qui sont tapies au sein du corps de la police et d'autres forces de maintien de l'ordre. Ok. Maître Ngifak, les instances, la justice doit jouer son rôle, hein, comme m'a dit le DGSN, doit se saisir de cette affaire. Saint-Jalin, ce n'est pas la justice. Hein. C'est le gouvernement de la République qui doit décider de changer de politique de sécurité. Si le gouvernement de la République ne change pas ou bien n'évolue pas dans sa politique, il ne s'en sortira pas. Je vous prends un exemple simple. Lorsque le colonel, dans son bureau, prend un enseignant d'université, le colle au mur, et lui dit, dans mon bureau, donne une interview qui va t'humilier. Je ne sais pas ce que ses propres collègues colonels pensent. S'adresse-t-il à ces colonels en termes de je suis le plus brut, je suis le plus lourd, faites attention? Est-ce qu'il s'adresse à ce simple enseignant? S'adresse-t-il au président de la République qu'il a nommé? S'adresse-t-il à son chef hiérarchique? Il installe la peur partout. Qu'est-ce qu'il prépare? Alors, le simple citoyen doit prendre peur. Il doit prendre peur. Si vous n'avez pas peur, moi, à l'idée d'entendre que c'est la gendarmerie, c'est la police, cette image-là m'habite. C'est-à-dire, je me bats pour ne même pas avoir affaire à eux. Qui plus est, si on t'amène en justice, s'ils savaient que la justice existait, cette humiliation n'existerait pas. Moi, j'ai pris la peine de lire l'ancien président de la Cour suprême du Pandamouele, son œuvre fétiche sur la torture. Je ne sais pas s'il y a un magistrat normal dans cette république qui oserait défier l'armée ou bien la gendarmerie à l'heure actuelle avec ce type de violence qui est institutionnalisé. Le ministre de l'administration territoriale qui vous parle de Cobra, qui vous parle des abeilles, le colonel qui fait ce qu'il veut, personne ne respecte la justice. Personne ne respecte la loi. C'est à eux de dire au peuple, à partir de maintenant, nous avons changé de disque. Nous allons nous occuper de vous avec la loi, c'est-à-dire pratiquée par la justice. Mais si demain, on apprend que Dr Nkey, du fait de ses agissements, a encaissé 5 ans d'emprisonnement ferme, ça fait l'effet. Ça fait l'effet. On va respecter et le colonel, on va respecter son institution, on va respecter la justice. Et chacun ira lire la décision qui le condamne à 5 ans ou à 10 ans, si les faits sont avérés. Mais quand c'est la justice privée, c'est-à-dire au choix des limites, de l'incompétence de celui qui se fait justice, alors, on n'est plus dans un état de droit. On est dans une jungle, et je comprends mieux le professeur Minko Haché qui expliquait comment on dévoile les lois pour gérer la dictature dans un État. Nous ne sommes pas loin de là. En tout cas, nous sommes de plein pied dans une dictature hautement encadrée, au mépris de la loi. Judiciarisé. Voilà. Ok. Stéphane, voilà, comme la thématique l'indique, violence, sommes en uniforme, non? Violence, citoyen, comprenez que là-bas, c'est le oui? On a débattu ici. Je pense qu'on a ensemble convenu qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui nous montrent que ce genre de pratiques sont désuètes et qu'on a envie de travailler vers un meilleur avenir, que nous sommes tournés vers l'avenir. J'aimerais demander à Maître Augustin Ngifak, si la justice n'est pas bien faite, si personne ne respecte la loi,
comment est-ce que vous avez fait pour bâtir votre célébrité d'avocat, votre prestance d'avocat? Je pense que vous gagnez des procès, vous êtes un célèbre avocat et c'est devant la justice. En ce moment-là, elle existe. Ou bien vous avez voulu dire que au niveau des exactions policières, la justice n'est pas très bien faite, ou bien qu'il y a une impunité au niveau des violences policières. Peut-être c'est ça que je veux tirer de là. Oui, mais pas généraliser que la justice ne marche pas bien. Donc je pense que nous sommes vraiment tournés vers l'avenir et quand vous avez des personnes qui ont du pouvoir, qui flirtent avec le pouvoir, être policier c'est flirter avec le pouvoir. Il y a souvent ce stress-là qui est lié à ça et des exactions peuvent arriver. Il faut vraiment poser des limites. Et je pense que la sortie du DGSN est vraiment salvatrice parce qu'elle arrive, elle pose des limites. Hier, on ne pouvait pas en parler. Bon, on peut dire ce qu'on dit aujourd'hui, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la vidéo, s'il n'y avait pas eu ça, il faut quand même toujours un levier sur lequel on peut s'appuyer pour progresser, pour qu'il y ait une forme de croissance. Je vais lui répondre, il m'a interpellé. Oui, rapidement. Mon frère Stéphane, si on est dans une république exemplaire en construction, le DGSN devrait tenir une conférence avec à ses côtés le patron de la gendarmerie, le patron du 7. Peut-être séparément. Ils ne sont pas obligés d'être ensemble. La dernière fois, ils étaient assis. Non, le Vous comprenez que... Le MENAT était avec le DGSN. Je vous en prie. Vous comprenez que pour cette correspondance qui n'engage que le policier, il protège son corps. Mais les gendarmes, personne n'ose lever le doigt. Dans la République que vous gérez. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, si un gendarme vous interpelle au sortir de là, on va encore organiser notre débat. Vous serez sérieux. Vous serez terriblement en difficulté. Parce qu'il n'y a aucun encadrement. Non, bon. Ça, c'est une façon de voir. C'est une façon de voir. En ce qui concerne les gendarmes, pour ce qui est des policiers, on dit fonctionnaires de police, c'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins des civils comme vous et moi. Mais pour les gendarmes, c'est encore plus délicat. Parce que quand bien même il faut envisager des actions pénales contre eux, vous devez vous en remettre à son frère d'armes, qui est commissaire du gouvernement, qui peut choisir, parce qu'il n'y a que cette manière-là de le poursuivre au pénal, de classer l'affaire sans suite ou pas. Je vais lui répondre dans un bloc pour terminer, s'il vous plaît. Pour terminer, je vais terminer. Je sors ou bien je suis dans un bloc du collectif Sylvain Shaw. Est-ce que vous savez que toutes les victimes qui ont déposé plainte pour violence, torture sauvage, avec les preuves, la justice a refusé d'instruire. Je dis notre justice. Parce qu'ils ne peuvent pas, la justice ne veut pas avoir affaire à l'armée, ou bien à la gendarmerie ou à la police. Cette influence-là. Bon. Je vous parle de ce qui est là. Vous me laisser continuer. Je voulais juste vous signifier que, par exemple, le DGSN a fait une lettre que tout le monde salue. Vous pensez qu'on peut faire mieux. C'est un point de vue. Et lorsqu'on a des... C'est un point de vue. C'est-à-dire que... Comme ce que vous dites là, vous-même. Oui, comme ce que je dis. Et sauf que la lettre du DGSN apporte une solution qui hier n'existait pas. Maintenant, Maître Augustin Gueffa peut penser que on peut faire plus. Vous êtes libre de le penser et je pense que lorsque on débat ici, ils nous écoutent. Ce que je dis, c'est que tout ce que vous avez montré, c'est que il y a un problème qu'on souligne peut-être au niveau de la relation que les policiers et les gendarmes ont avec la justice. Mais ce n'est pas un problème qui est généralisable. Parce que l'expression qui a été utilisée de façon générale, c'est que la justice camerounaise on ne respecte pas la loi, la justice ne fonctionne pas bien. Et donc, quand vous parlez, on comprend qu'il y a un challenge, il y a des points qu'on peut améliorer à ce niveau-là. Et c'est pour cela qu'on débat, pour que les gouvernants prennent conscience de cela. Et maintenant, moi je pense que la sortie du DGSN est salvatrice. Elle était indiquée. Maintenant, vous êtes libre de penser qu'on pouvait faire mieux. Mais on a déjà commencé à faire et on va certainement faire mieux. Alain Djibo, qu'est-ce qu'on fait là, tout de suite, dans les commissariats? On se débarrasse des machettes? Tout de suite? Les machettes ont leur place dans les plantations, pas dans les commissariats, il me semble. Oui. Et ce serait bien que ces outils de production soient utilisés à bon escient dans leur milieu qui s'y est. Donc je pense que, pour être plus sérieux, si on veut bâtir un état de droit, on n'a pas besoin de comportements rétrogrades comme ceux qu'on a vus dans les vidéos qui ont tourné en boucle sur les réseaux sociaux. Donc, je pense également qu'il y a un effort de culture à la citoyenneté qui s'impose.
mon cher représentant du RDPC fait la démonstration qu'on n'est pas dans un État qui est presque à volo, parce que selon lui, on respecte encore les lois dans ce pays. Je m'inscris en faux. Manifestement, même les autorités en charge de veiller aux strictes applications de ces textes qui garantissent, n'est-ce pas, le droit dans la société, c'est encore eux-mêmes qui les torpillent au quotidien. On a vu, on voit, généralement, moi je ne suis pas un homme politique, quand Maître Diou a pris la parole, sa première prise de parole, c'était pour faire un clin d'œil à ceux de ses camarades qui sont en détention depuis 1 an. Est-ce que cette arrestation s'est faite de manière orthodoxe? Est-ce qu'on respecte vraiment? Et ce n'est pas la première fois, même Monsieur Maurice Kamto, professeur Maurice Kamto, quand il était à Kondengi, avant d'aller même à Kondengi, le jour où on vient l'arrêter chez Monsieur Zongan, c'était avec un mandat de perquisition. Donc on fait toujours des choses dans ce pays comme si le pays marchait à l'envers. Comment peut-on arrêter un citoyen normalement bien constitué avec un mandat de perquisition? Je dis que... C'est-à-dire qu'on le considère comme une chose. Donc, je ne sais pas si c'est ça l'interprétation officielle, mais moi je pense que il y a des efforts qui doivent être faits dans le sens du respect de ce que nous donnons comme loi. Parce que si on ne respecte pas les lois fondatrices de ce pays, le pays ne sera jamais un état de droit. Et ça commence par les autorités elles-mêmes. Quand je dis autorité, ce n'est pas simplement... Aujourd'hui, on veut faire peut-être le procès à la justice, mais je sors du cadre de la justice pour dire que à tout niveau de l'administration, vous avez vu, vous suivez l'actualité, vous avez suivi les affaires de droits d'auteur dans ce pays, où un ministre s'est carrément foutu d'une sentence de la Cour suprême. C'est pour vous dire que même au plus haut niveau de l'État, on ne respecte rien. Une belle démonstration de ce que dans ce pays, chacun fait comme il veut. Donc on est dans un no man's land. No law's land. Bon voilà, donc chacun est maître dans sa parcelle de pouvoir où il est. Donc cet état de fonctionnement n'est pas du tout approprié pour un état démocratique qui aspire, n'est-ce pas, à devenir un état fort, un état où il fait d'ailleurs bon vivre. Pour qu'on vive mieux et à l'aise, en sécurité, il faut que l'État lui-même garantisse nos droits. Si l'État est le premier fossoyeur des droits, là, je me pose des questions. Où est-ce qu'on va aller? Voilà. Merci, Maître. J'ai promis que vous deviez, là, vous sortez par là, ce retrait des procédures des avocats du collectif, le collectif des avocats Sylvain Sop a décidé le 9 septembre dernier de se retirer des procédures en cours par rapport à tous vos camarades qui sont 124, je crois bien. Tout à fait. Voilà. Alors, je termine par le propos de Alain tout à l'heure. La conclusion de ce qu'il a dit, c'est que finalement, ce n'est pas le pays qui s'est démocratisé. Il y a eu démocratisation de l'autocratie, c'est-à-dire qu'il y a eu dissémination dans le pays de petits autocrates, chacun à son niveau, décidant à sa guise du sort des personnes qui sont sous l'emprise de la petite parcelle de pouvoir dont ils disposent. Okay. Cela me permet également de dire que finalement, nous devons absolument repenser notre société. Au-delà de la forme de l'État qu'il faut revoir, il faut absolument revoir la nature de l'État du Cameroun. C'est un État néocolonial, répressif, qui n'a jamais fait son aggiornamento, qui n'a jamais repensé ses rapports avec les citoyens. Peut-être nous sommes toujours considérés comme, sinon des objets, peut-être des sujets, mais pas encore comme des citoyens. Parce que quand on considère ses concitoyens, ses administrés comme des citoyens, on leur doit le respect qu'on doit aux détenteurs effectifs du pouvoir. Et il n'est pas possible que vous torturiez votre patron, M. Serge Alain Autou. Si on torture encore les Camerounais, c'est parce que ceux qui détiennent la force publique croient que c'est eux qui ont le pouvoir. Ils ne savent pas que ceux qu'ils torturent sont leurs patrons. Mettez au défi n'importe quel employé, n'importe quel salarié, demandez-lui s'il est possible qu'il envisage seulement une seconde, qu'il s'imagine seulement une seconde en train de torturer son patron. C'est bien ce qui se fait dans ce pays. Pour revenir
à la question que vous me posez. Effectivement, et ça me permet d'ailleurs de donner une petite réponse à notre ami Serge Niasse. Même du temps du Moyen-Âge, d'ailleurs la profession d'avocat a pris naissance au Moyen-Âge. Et quand on parle du Moyen-Âge, c'est à une époque où la notion de droit de l'homme telle qu'on la considère aujourd'hui ne pouvait pas être la même considération, ne pouvait pas avoir la même considération qu'aujourd'hui. Donc à cette époque-là, il y avait déjà des avocats. C'est donc une erreur d'analyse de croire que parce qu'il y a des procès qui se tiennent, parce qu'il y a des avocats qui plaident, cela suffit pour donner à un pays la nature de pays démocratique. C'est de la même manière qu'il est erroné de considérer que parce que des élections se tiennent, il y a démocratie. Et c'est précisément sur la base de ce constat. Parce qu'il faut bien rappeler que nos avocats ont suivi ce que nos amis politiques leur ont dit. Ils ont dit, nous avons été torturés, nous nous sommes plaints, ça n'a rien donné. Notre propre procès, le procès qui est engagé contre nous, on va de renvoi en renvoi. Chaque fois qu'on saisit le juge pour telle ou telle demande, notamment les demandes en habeas corpus, c'est systématiquement rejeté. Chaque fois que nous nous en remettons à la justice nous démontre qu'elle n'en est pas une. Alors nous pensons que nous ne pouvons plus continuer de cautionner cette parodie de justice. Nos avocats ont simplement pris acte et ils ont mis en œuvre un autre moyen de défense qu'on nous a enseigné. Parce que vous savez qu'on peut défendre un client en utilisant la stratégie qu'on appelle la stratégie de la connivence. Mais on peut aussi utiliser la démarche dite de la rupture. C'est une démarche aussi recevable, celle de la rupture. Donc nos avocats ont dit, nous ne pouvons pas, nous aussi en tant qu'avocats, continuer de faire un métier dans un contexte qui ne nous permet pas précisément de respecter les valeurs de notre serment. Il est donc de bon ton que nous mettions cette justice que nous servons en tant qu'auxiliaires face à ses propres responsabilités. Et donc, si elle a décidé de se servir de ces procès pour offrir aux politiques, nos militants comme des agneaux sacrificiels, qu'elle le fasse. Mais qu'elle ne le fasse pas avec nous comme zeste, comme ingrédient. Okay. C'est ça le sens de la démarche qui est celle de nos avocats et de nos courageux camarades et amis politiques et militants et sympathisants et simples citoyens qui croupissent dans les différentes prisons du Cameroun, otages d'un régime qui est devenu, comme Montesquieu le disait, une des pires dictatures parce qu'elle se fait à l'ombre de la justice et sous les couleurs de la loi. Je termine en disant que, contrairement à ce que notre ami Serge Niasse, que je félicite parce que... Stéphane Niasse, que je félicite pour la qualité du débat. Je vois bien que, contrairement à certains de ses collègues, il n'est pas dans le déni et la dénégation systématique. Il argumente, cela est à son honneur. Mais contrairement à ce qu'il a dit tout à l'heure, il faut noter que nous sommes dans un contexte où il faut absolument que l'on apprenne à se dire la vérité. Il y a des faits. Ce n'est pas des spéculations, c'est des faits. Les citoyens camerounais vivent dans leur chair une situation où ils n'ont pas confiance en la justice. Les anglo-saxons disent que la justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit aussi donner le sentiment qu'elle est rendue effectivement. Et de ce point de vue, poser la question dans l'opinion, c'est une question de perception. Comment est-ce que les citoyens camerounais perçoivent leur justice? Ils ne la perçoivent pas comme susceptible de leur rendre justice, en tout cas pas a priori. En général, quand un citoyen camerounais se rend compte qu'il a eu gain de cause de manière objective dans un dossier, la première réaction qu'il a, c'est la surprise. Parce qu'il n'est pas courant. Il n'est pas courant de se voir rendre justice. Merci, et ça, maître. Il faut que ça change. Merci, maître. Voilà, Stéphane Niasse, ça fait 22 septembre 2020, 22 septembre 2021, un an déjà. Cette affaire est une affaire vraiment délicate. Parce qu'il faut soulever la jeunesse.
ces militants, sympathisants du MRC, sont allés dans la rue en suivant l'appel de leur président, qui avait dit que si le président de la République convoque le corps électoral, ils vont marcher pour le déloger. Mais le président est dehors. Je dis que c'est ce qui s'était passé. C'est suivant Le cet président ordre... n'est pas- le président n'est pas en prison. Je dis que ces gars, est-ce que le président avait marché? La plupart... c'est Bibo Nissa qui a marché. Laissez-moi construire, s'il vous plaît. Oui, Je dis que ces gars ont été arrêtés parce qu'ils allaient dans la rue pour suivre cette note. C'est donc sous un fond de projet insurrectionnel qu'ils ont été arrêtés. Bon, je vais faire regarder du côté du Nozo. Vous savez, quand la crise en... Vous-même, vous dites qu'ils ont suivi un appel. Oui, ils ont suivi un appel L'appel de qui? du président du MRC. Est-ce que le président est en prison? Pourquoi vous voulez m'amener là où vous Ok, voulez conclure? bon, ça va. Vous n'avez pas Non. me prêter les arguments. Non, Laissez-moi non, je conclure. pose des questions. D'accord. Je dis qu'ils ont suivi l'appel du président du MRC. Et c'est au nom de cela qu'ils sont allés dans la rue. Ils ont donc marché avec un projet insurrectionnel. Maintenant, je reconnais à Maître Ndjewu que le système judiciaire camerounais a des écueils. Si vous êtes avocat, si on vous demande de parler des écueils du système judiciaire camerounais, vous allez parler pendant une année, ça ne va pas se terminer. Non, plus. Oh, oui, peut-être qu'une peut-être année. peut-être plus. Si on vous demande de parler d'autres systèmes judiciaires dans notre contexte, vous allez en parler. Pourquoi? Parce que c'est un problème systémique. La justice doit s'améliorer. Bon, je parle des cas simples. Si vous, Maître Ndjewu m'assigne en justice pour 500 000, le délai c'est souvent 4 mois, 8 mois, ou même des problèmes de baux. Je me souviens quand j'étais petit, j'ai vécu des problèmes où un bailleur a enlevé la porte d'un locataire, il l'a emmené en justice, mais l'affaire peut traîner même 2 années. C'est des choses à déplorer. Maintenant, je peux comprendre, si on poursuit des personnes pour terrorisme, je peux bien comprendre que notre justice soit embêtée. Maintenant, il ne faut pas qu'on regarde là où la justice a cogné le pied. Il faut regarder pourquoi est-ce que la justice se retrouve embêtée. Sauf que c'est votre responsabilité. C'est vous qui êtes en charge de notre gestion collective. Oh, mais C'est on n'est pas dans la justice. Est-ce que le RDPC est magistrat? Non, Quand vous le dites, vous remettez en cause tout le corps de la magistrature. J'ai pris l'exemple tout à l'heure quand je parlais à Maître Augustin Gueffa pour lui dire que, ou pour vous dire à vous, Maître Ndjewu, vous êtes un célèbre avocat. Vous gagnez des procès chaque jour. Vous êtes réputé. Vous êtes reconnu pour votre verve, votre éloquence, votre connaissance du droit. Et quand vous gagnez ces procès, ce n'est pas devant les magistrats que vous les faites. En ce moment-là, quand vous gagnez des procès, même si vous dites que les justiciables sont surpris, quand vous leur dites que vous avez gagné, mais vous gagnez tout de même. Et je pense que ces justiciables-là reviennent vers vous, vous conseillent des personnes. Pourquoi? Parce que ces justiciables savent que devant un juge, vous allez réussir à avoir l'ascendant. J'ai commencé par dire qu'il y a des personnes de qualité. Oui, c'est ça. Donc, commencé par là. quand vous dites qu'il y a des personnes de qualité et que vous remarquez qu'il y a des choses à améliorer, par exemple, pour des personnes qui sont poursuivies pour terrorisme, pour insurrection, c'est la première fois au Cameroun, acceptez que ces magistrats, aient de la peine. Je n'ai pas bien compris. Je dis des personnes qu'on veut poursuivre pour insurrection, des responsables politiques qui ont mené un projet insurrectionnel. Je peux comprendre la difficulté des magistrats en face de ce problème. Ce n'est pas parce que les magistrats ont eu de la difficulté que vous devez généraliser. Vous ne devez pas généraliser en disant que la justice camerounaise va mal, on est dans un no man's land. Pourquoi? Parce que vous êtes la preuve que ça marche. Vous vous êtes fait une réputation, vous êtes fait une vie devant la justice camerounaise. Maintenant, j'assume, j'accepte que si on a torturé ces manifestants, on ne doit pas le faire. Parce qu'en l'entame de l'émission, nous tous, nous avons dit Non, que... on a dépassé le stade de la torture. Oui. Nous sommes à la prison. Un an déjà. Je vous l'ai dit, si j'ai vécu des histoires de procès pour bail, ici, qui ont fait 1 année, 2 années. Oui, mais avec les gens en C'est prison. déplorable. C'est déplorable. Mais ce sont les conséquences des actes qu'ils ont posés. Quand vous... C'est-à-dire que voulez- vous n'envisagez pas qu'ils puissent être déclarés non coupables. C'est pas envisageable pour vous. Puisque c'est déjà la conséquence des actes qu'ils ont posés. Ils sont Quels actes Je dis que la lenteur du vous système traduisez simplement le sentiment de ceux qui, comme vous voulez conclure ce que je dis. considèrent que dès lors qu'on n'est pas Laissez-moi d'accord conclure mes avec vous, propos. on est désormais Non. coupable. Vous êtes spécialiste Stéphane, oui. dans l'argumentaire. Vous êtes un avocat. Stéphane, allez-y, Vous passez le rapidement, temps à le faire. il nous Donc, reste deux laissez-moi conclure. interventions, Ne me ouais. prêtez pas les conclusions. Ce que je dis, c'est que... Oui, mais il y a de l'induction, hein, on peut déduire. Oh oui, mais... Stéphane, non. concluez rapidement. Il y a Ce que deux je dis, interventions ce que je dis, c'est que il est un peu déplorable le délai de la justice, mais c'est des choses qui sont systémiques. Maintenant, ce qu'il faut dire à vos militants, c'est
de ne plus suivre les ordres de votre leader. Parce que pendant que ces militants sont enfermés là, il est dans sa villa à Bastos, il boit du café. Alors que c'est lui qui avait fait ce projet insurrectionnel, qui les a envoyés dans la rue. Donc c'est lui qui les a également envoyés en prison, si je comprends bien. Oui, mais en leur vendant un projet insurrectionnel, il savait... Et lui, il est libre grâce à vous. Il ne s'attendait pas à ce qu'on les arrête. Il s'attendait peut-être à ce que votre projet insurrectionnel marche. C'est-à-dire quoi? Que ces gars marchent dans la rue avec des revendications de façade. Des armes. Non, des revendications de... Rassurez-moi, vous avez des armes. Il me coupe la parole. Oui, allez-y, Stéphane. Que ces gars marchent dans la rue avec des revendications de façade. C'est-à-dire qu'on veut que le président parte, on veut que la guerre finisse au Nozo, alors qu'on a participé à des élections avec ces mêmes conditions. Mais aujourd'hui, quand on se rend compte qu'on ne peut pas avoir accès au pouvoir, on a un projet sécessionniste, il faut qu'on amène les gens dans la rue et puis on casse sécessionniste. Ah, ça c'est nouveau. Insurrectionnel, je vous l'ai dit, pardon. On a un projet insurrectionnel, on veut amener les gens dans la rue, ça n'a pas marché. Dites-leur qu'à l'avenir, avant d'écouter un mot d'ordre d'un parti qui est basé sur un projet insurrectionnel, qui fasse attention. Parce qu'à ce moment-là, pour les renouvellements... Merci. C'est difficile. Vous avez aujourd'hui des problèmes d'audition. Vous n'avez pas cette réputation-là. Vous écoutez beaucoup généralement. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez dit le professeur comme toi, où il boit où là? Il boit le café dans sa villa à Bastos. À Bastos maintenant? Il est revenu de Zénith. Bon, je sais pas où il est. Il habite Bastos maintenant? Il habite où? Je sais pas moi. Il sait qu'il est dans sa villa quelque part. Dans sa villa quelque part. Pourquoi pas? Je suis libre. C'est ça la liberté d'expression. C'est un don. C'est une des valeurs du Cameroun, des gains du Cameroun. Quand on se trompe, il faut avoir l'humilité de dire qu'on s'est trompé. S'il habite Bastos, ah d'accord, sa villa, ok, Maître Njéo, il boit le café dans sa villa à Santa Barbara pendant que des militants qu'il a envoyés sur le terrain avec un projet insurrectionnel vous avez arrêté de souffrir aujourd'hui. Que vous avez arrêté, que vous avez torturé et que vous refusez de juger alors que vous avez envoyé dans la rue. Merci. Chassez le président avec votre projet de chassement. Et comme vous aviez tellement les preuves de cela, Stéphane. Et vous aviez tellement les preuves de l'insurrection que vous n'arrivez pas à les juger. Et vous vous agrippez toujours à ce projet de chassement jusqu'à aujourd'hui. Alain Djipo, sur un an déjà, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Les avocats ont décidé de se retirer. Comment vous entrevoyez les choses? Non, pour ces 124. Je peux comprendre aisément la lassitude, je ne sais pas si c'est la lassitude, bon, enfin la posture des avocats, mais je retire la lassitude. Mais je pense que c'est une question de stratégie. Parce qu'ils ne sont pas épuisés par la lourdeur de procédures et les vices qui entourent, n'est-ce pas, cette procédure-là. Mais c'est davantage une question de stratégie. Donc je peux la comprendre, parce qu'à un moment donné, on a le sentiment que rien n'avance, ça s'enlise, parce que en réalité, il n'y a pas d'élément factuel qui peut justifier le fait qu'il soit encore en détention. Quand on regarde le code de procédure pénale, je crois que les détentions, c'est déjà, les délais sont forclos depuis longtemps. On aurait dû tout simplement les mettre en liberté, surtout que parmi ces gens-là, il y en a qui ont des garanties, qui offrent des garanties. Ils pouvaient bien comparaître libres, comme on dit souvent. Et parce qu'ils offrent des garanties à la société, il y a des cautions. La loi encadre, n'est-ce pas, cette démarche-là. Donc il n'est pas... c'est pour ça que les avocats ont l'impression que il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette affaire. Donc c'est beaucoup plus une affaire politique qu'une affaire judiciaire. Parce que s'il faut aller vraiment sur le champ du droit, il n'aurait pas dû rester un an en prison s'il fallait véritablement appliquer et s'en tenir qu'au droit. Donc, au Cameroun, le droit n'est donc pas droit. C'est pour cela que je suis peiné de le dire ainsi. Peiné parce que ce n'est pas l'État républicain que nous voulons avoir. Nous voulons un pays où la justice est aussi diligente que possible, où où la garantie offerte à monsieur tout le monde d'ester en justice et d'avoir gain de cause si c'est le cas, où on respecte les libertés. Figurez-vous, ces gens, qu'est-ce qu'on leur reproche en fait?
Je pense que nos camarades, le co-panéliste du RDPC l'a bien évoqué à plusieurs répétitions ici pour dire qu'il y avait une logique insurrectionnelle derrière. Bon, moi, je m'en tiens à ce que prescrit la Constitution. La Constitution garantit les droits. Je pense que pour commencer, c'est une loi fondamentale. Et dans cette loi fondamentale, il est clairement dit que le droit de manifester, le droit d'aller et venir sont des droits garantis. Donc maintenant, il y a des textes réglementaires, comme par exemple les textes qui encadrent les déclarations de manifestation et autres, qui donnent plus de pouvoir à monsieur le sous-préfet d'interdire systématiquement des déclarations de manifestation. Donc, il y a un certain nombre de lois comme ça, là, des textes réglementaires qu'il faut un peu toiletter pour les updater de telle sorte qu'on n'en arrive plus à des situations conflictuelles, conflictuelles même du point de vue juridique. C'est-à-dire que la loi fondamentale qui est selon la hiérarchie des normes, la plus importante, dicte un certain nombre de choses et que les textes réglementaires inférieurs viennent contredire. Donc il faut peut-être, je ne sais pas comment dire ça avec aisance comme Maître Ngefak, mais je pense qu'il y a un effort de synchronisation qu'il faudra faire pour que les textes là soient harmonisés, pour qu'on n'assiste plus à ce genre d'état non droit où on a le sentiment que avec la loi fondamentale on peut gloser, on peut supputer, on peut ne pas respecter selon l'esprit, selon la lettre, en fait ce qu'on interprète à sa guise plutôt. Merci Alain. Merci à vous également. Hein. Maître Ngefak, juste comme il a dit, est-ce que vous avez comme l'impression, un an après déjà, que le politique a pris le dessus sur le judiciaire dans cette affaire des 124? Serge Alain, ça c'est le cœur de notre émission. Le cœur de notre émission, parce que voyez-vous... Non, on est en train de sortir. Oui, on est en train de sortir. Pourquoi vous arrangez toujours à me donner 30 secondes? Non, j'ai pas dit 30 secondes. J'ai pas dit 30 secondes. Okay. Parce que vous avez dit le cœur. Je dis, bon, on est en train de sortir. Pour moi, c'est le cœur parce que quoi? Voyez-vous, le DGSN a réfléchi, s'est excusé sur les violences physiques faites aux citoyens. Mais n'oubliez pas, l'être humain, que ce soit Stéphane ou bien vous n'êtes pas que chair. Vous êtes en grande partie le psychique. La plus lourde violence, c'est celle qu'on vous imprime dans le psychique. Et en justice, la plus grande souffrance, ce n'est pas le fouet qui va vous toucher, c'est le fait d'être en prison sans savoir quand vous serez jugé. C'est le fait d'être en prison sans savoir quelle est la sanction qui vous est réservée. Ça, c'est la plus grande torture. Organisez les séminaires, vous prenez l'œuvre du magistrat du Pandamouele, vous prenez chaque feuille, vous dispensez chaque jour. C'est la plus grande torture. Nous ne pouvons pas supporter. Nous ne pouvons pas savoir, cautionner que voilà comment l'État manipule l'esprit, la chair et le psychique de 124 individus et que nous nous associons à cette forme de violence. Non. Il faut que le monde entier comprenne que à l'heure actuelle, ce n'est plus le fouet, ils ont franchi la phase du fouet. Parce que les 124 vous disent eux-mêmes, ils ont été torturés, bastonnés. Ça, c'est le niveau de torture qu'ils perçoivent. Mais nous, qui travaillons au quotidien pour la protection des droits humains, nous savons que la plus grande torture, c'est celle qu'on vous imprime dans le cerveau. Okay. Or, lorsqu'on le fait, vous souffrez. Okay. Comment donc sortir? Parce que c'est ça le problème. J'ai suivi Stéphane se gargariser de ce que peut-être la justice fait. Non. Votre analyse tient. Elle est fausse parce que vous avez posé mal les prémices.
le 22 septembre 2020, les motifs de marche excluent la revendication du pouvoir. Le point premier, et souvenez-vous, si vous avez oublié, regardez encore l'émission du professeur Maurice Kamto à TV5 il n'y a pas 4 jours. Le point premier, c'est mettez fin au bordel qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le second point, c'est un système électoral refait, pas le code électoral. Un système électoral refait. C'était les mobiles de la marche du 22 septembre 2020. Lui, il a marché, il a assis. Vous pouvez le prendre à témoin et reviser. Donc, j'ai eu la chance que vous puissiez dire que les éléments de façade qu'on avait présentés. Or, lorsque vous parlez ainsi, vous induisez le peuple qui nous écoute en erreur. Ce ne sont pas les éléments de façade. Vous avez dit que ce jour-là, voici ce pourquoi il marchait. Maintenant, s'il y a un agenda caché, prenez la peine de dire aussi au peuple que ce que vous êtes en train de sanctionner, c'est l'agenda caché. Tout le monde comprendra qu'en réalité, ils ne sont pas en prison pour ce que tout le monde a vu et compris. Ils sont en prison pour ce que seuls vous et eux qui sont en prison, ils savent. Okay. Nous nous retirons. Merci. Voilà ce pourquoi nous disons, ça n'est pas bon. Et nous avons pris la technique de rupture. Voilà. Il n'y a pas plus cynisme. Merci. Il n'y a pas plus cynisme que d'arrêter des gens et d'accuser le président de vivre alors que c'est toujours les mêmes qui pouvaient l'arrêter, qui ont choisi de ne pas le faire. Et il a été en résidence surveillée sous un régime que personne ne peut expliquer. Merci. Merci Maître Roland Diouvou d'être venu. Merci à vous Alain Dipou. Je vous en prie. Merci Stéphane. Merci. Merci beaucoup. Merci Maître Ngufak. Je salue mon ami Jean-Pierre Samo qui me suit depuis l'Allemagne. Bonne soirée. Voilà. Bon, mon couturier habituel c'est Aki. Merci. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. Hein, vous avez compris, on a démarré un peu tard. Merci à tout le monde, merci à la réalisation. Madame, Monsieur, rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Bamungum.